Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une autre histoire d'Agatha Christie avec notre grand ami Hercule Poirot. L'histoire s'intitule « Le souffre-douleur ». Lily Margrave lissa ses gants sur ses genoux d'un geste nerveux et darda son regard sur l'occupant du fauteuil qui lui faisait face. Elle avait entendu parler d'Hercule Poirot, le détective bien connu, mais c'était la première fois qu'elle le voyait en chair et en os. Son aspect comique, à la limite du ridicule, dérangeait la conception qu'elle s'en était faite, avec sa tête en forme d'œuf et son énorme moustache tarabicostée. Ce drôle de petit bonhomme pouvait-il réellement effectuer les merveilles dont on le disait capable? Son occupation du moment lui paraissait particulièrement puérile. Il empilait les petits cubes de bois colorés les uns sur les autres, et semblait bien plus intéressé par ce qui en résultait que par ce qu'elle lui racontait. Devant le silence soudain de la jeune fille, il lui lança cependant un regard appuyé. « Poursuivez, mademoiselle, je vous en conjure. Ne croyez pas que je ne fasse pas attention à ce que vous dites. Je suis tout oui, au contraire. » Sur quoi il recommença à empiler ses petits cubes, tandis qu'elle reprenait son histoire. Une histoire épouvantable, une histoire de violence et de mort brutale, mais narrée d'une voix tellement calme, tellement dépourvue d'émotion et de façon tellement concise que toute trace d'humanité semblait en avoir été bannie. Elle s'arrêta enfin. « J'espère avoir été bien claire, s'inquiéta-t-elle. Poirot se répandit en acquiescements et hochements de tête emphatiques. Puis, d'un revers de main, il éparpilla les cubes sur la table, se rejeta en arrière contre le dossier de son fauteuil, joignit l'extrémité de ses doigts et les yeux au plafond, entreprit de récapituler. Sir Reuben Astwell a été assassiné il y a 10 jours. Avant-hier, mercredi, son neveu, Charles Leverson, a été arrêté par la police. Les faits qu'il incrimine sont, à votre connaissance, reprenez-moi si je fais erreur, mademoiselle, les suivants. Sir Reuben a veillé pour écrire dans son cabinet privé, la salle de la tour. Monsieur Leverson, qui possède la clé de la maison, est rentré tard. Le majordome, dont la chambre se trouve juste en dessous de la salle de la tour, l'entend se quereller avec son oncle. La dispute se termine par un bruit soudain, comme si une chaise était renversée, et par un cri à demi étouffé. Inquiet, le majordome s'apprête à se lever pour voir ce qui a bien pu se passer. Mais il entend presque aussitôt M. Leverson quitter la pièce en sifflotant, un petit air guilleret. Aussi ne prête-t-il plus attention à l'incident. Le lendemain matin, cependant, une femme de chambre découvre Sir Reuben, mort à côté de son bureau. Il a été assommé par un objet pesant. Je suppose que le majordome n'a pas tout de suite raconté son histoire à la police. Rien d'ailleurs, là que de très naturel. Ne trouvez-vous pas, mademoiselle? Cette brusque question fit sursauter Lily Margrave. Je vous demande pardon? C'est le facteur humain auquel on est avant tout amené à s'attacher dans ce genre d'affaires, n'est-ce pas? Répliqua le petit homme. Votre façon, remarquablement concise, de me raconter cette histoire fait paraître les acteurs du drame comme des machines, des marionnettes. Or moi, c'est la nature humaine qui m'intéresse toujours. Ainsi, je me suis dit que ce majordome... Comment s'appelle-t-il déjà? Parsons. Que ce Parsons, donc, va être doté de la mentalité commune aux gens de sa condition. Avoir une sainte horreur de la police et de ses sbires, et de se faire un malin plaisir de leur en dire le moins possible. Surtout ne rien révéler qui puisse sembler incriminer l'un des membres de la famille. Il s'accrochera avec la dernière énergie à l'idée de l'intrusion d'un étranger, d'un cambrioleur. Ah oui, la classe des gens de service, et de leur loyauté, est certes intéressante à étudier. Il se carra dans son fauteuil avec un grand sourire satisfait. Dans le même temps, continua-t-il, chacun dans la maison a donné sa version des faits. Monsieur Leverson, comme les autres. La sienne étant qu'il est rentré tard et qu'il est monté directement se coucher sans voir son oncle. C'est exactement ce qu'il a affirmé. Et personne n'a la moindre raison de mettre en doute sa parole, fit Poirot d'un air songeur, à l'exception bien sûr de Parsons. C'est alors que se présente un inspecteur de Scotland Yard. L'inspecteur Miller, m'avez-vous dit. Je le connais, j'ai eu affaire à lui 1 ou 2 fois dans le passé. C'est un malin, un furet, un fouineur, comme on dit. Oh oui, je le connais. Et l'astucieux inspecteur Miller remarque ce que son collègue local n'a pas vu, que Parsons est gêné, mal à l'aise, qu'il sait quelque chose, qu'il n'a pas dit. Miller en fait vite son affaire, de Parsons. Il devient alors clairement établi qu'aucun étranger n'est entré par effraction cette nuit-là, que c'est dans la maison qu'il faut chercher l'assassin et non à l'extérieur. Parsons atterré
écrasé par le poids de son secret, éprouve un profond soulagement qu'on l'en ait déchargé. Il a fait de son mieux pour éviter le scandale, mais il y a des limites. L'inspecteur Miller écoute donc le récit de Parsons, lui pose une ou deux questions, puis procède à ses propres investigations. Il se constitue alors un dossier d'accusation très solide, un dossier à toute épreuve. Des empreintes sanglantes de doigts sont relevées sur l'angle du coffre de la salle de la tour, et ces empreintes sont celles de Charles Leverson. La femme de chambre révèle qu'elle a vidé une cuvette d'eau rougie dans le cabinet de toilette de M. Leverson le lendemain matin. Il lui a expliqué qu'il s'était fait une entaille au doigt. Il montre effectivement une petite coupure, c'est vrai, mais tellement minuscule. La manche de sa chemise du soir a été lavée, mais on retrouve des taches de sang sur celle de son par-dessus. Il avait de gros problèmes d'argent, et devait hériter une somme d'argent à la mort de Sir Ruben. Oh oui, les charges sont accablantes, mademoiselle. Il marqua un temps, puis, malgré cela, vous venez me trouver aujourd'hui. Lily Margrave haussa ses fines épaules et précisa. Je vous l'ai dit, monsieur Poirot, c'est Lady Astwell qui m'envoie. De votre propre initiative, vous ne seriez pas venu, c'est cela? Le petit homme la considéra d'un air acéré. La jeune fille ne releva pas. Vous ne répondez pas à ma question. Lily Margrave recommença à lisser ses gants. C'est assez délicat pour moi, vous savez, finit-elle par dire. J'ai un devoir de loyauté envers Lady Astwell. Je ne suis à proprement parler qu'une demoiselle de compagnie rétribuée, mais elle me traite davantage comme une fille ou une nièce. Elle est extrêmement gentille, et quelles que soient ses extravagances, je ne voudrais pas avoir l'air de critiquer ce qu'elle fait ou de paraître vous dissuader de vous occuper de l'affaire. Hercule Poirot ne se laisse pas dissuader comme ça, lança-t-il gaiement. Si je comprends bien, vous trouvez que Lady Astwell a un petit grain, n'est-ce pas? Ma foi, Parlez, mademoiselle. Toute cette affaire ne tient pas debout. C'est là votre opinion sur la question? Je ne veux rien dire contre Lady Astwell, mais... Je comprends, murmura Poirot avec douceur. Je comprends très bien. Ses yeux l'invitèrent à poursuivre. Elle a le cœur sur la main, elle est d'une gentillesse comme on en rencontre peu. Mais il lui manque, comment dire? Elle n'a reçu ni instruction ni culture, vous savez. Elle a été actrice quand Sir Ruben l'a épousée. Elle est bourrée de préjugés et de superstitions. Quand elle décrète quelque chose, c'est comme ça et pas autrement, elle n'en démord pas. L'inspecteur n'a pas fait preuve de beaucoup de tact à son égard. Alors elle s'est braquée. Elle prétend que soupçonner M. Leverson est une ânerie typique de ces abrutis de policiers, et qu'il va de soi que ce n'est pas ce petit Charles qui a fait le coup. Et elle le dit sans aucune raison. Pas la moindre. Vraiment? Allons. Je lui ai précisé qu'il serait inutile de venir vous trouver avec des affirmations de ce genre, sans rien pour les étayer. Vous lui avez précisé cela? Voilà qui est intéressant. Il couva un instant Lily Margrave du regard, pour en avoir une rapide vision d'ensemble, remarqua les détails de son coquet tailleur noir, la touche blanche du col, le mignon petit chapeau noir. Il vit son élégance, la joliesse de son visage, au menton légèrement pointu, le bleu profond de ses yeux, ses cils interminables. Insensiblement, il changea d'attitude. Ce n'était plus tant l'affaire qui l'intéressait que la jeune personne assise en face de lui. Si je vous comprends bien, mademoiselle, Lady Astwell serait un peu dérangée, voire hystérique. Lily Margrave acquiesça de la tête avec véhémence. C'est exactement ça. Elle est, je vous l'ai dit, très gentille. Mais il est impossible d'avoir avec elle une discussion logique. Peut-être nourrit-elle des soupçons de son côté, suggéra Poirot, quitte à ce que les 10 soupçons soient complètement extravagants. Tout à fait, s'écria Lily. Elle a pris le secrétaire de Sir Ruben en grippe, le malheureux. Elle répète à qui veut l'entendre que c'est lui l'assassin, alors qu'il a été démontré de façon concluante que cet infortuné Owen Trefusis ne pouvait matériellement pas avoir commis le crime. Et elle ne possède aucun élément concret. Bien sûr que non, mais pour elle seule compte l'intuition. La voix de Lily Margrave était nuancée de mépris. On dirait que vous ne croyez guère à l'intuition, remarqua Poirot en souriant. J'estime que c'est de la blague, renchérit-elle. Ah, les femmes, marmonna Poirot en se réadossant à son fauteuil. Elles se plaisent à penser que l'intuition est une arme spéciale, dont le bon Dieu les a dotées, et qui leur fait découvrir à tous les coups la vérité. Mais hélas, 9 fois sur 10, elle les fait tomber à côté. Je sais, convint Lily, mais je vous ai expliqué comment était Lady Astwell. On ne peut tout bonnement pas discuter avec elle. Alors vous, demoiselle sensée et obéissante, vous êtes venue me chercher?
comme on vous l'avait demandé, et en avait profité pour me mettre au courant de la situation. » Quelque chose dans le ton de Poirot incita mademoiselle Margrave à relever vivement les yeux. « Bien sûr, s'excusa-t-elle, je n'ignore pas combien votre temps est précieux. Vous me flattez, mais c'est un fait qu'en ce moment, j'ai des tas d'affaires sur les bras. »« C'est ce que je craignais, dit-elle en se levant. Je vais expliquer à Lady Astwell. » Poirot ne l'imita pas. Le regard fixé sur la jeune fille, il s'enfonça au contraire, encore plus profondément dans son fauteuil. « Vous êtes pressée de partir ? Attendez encore un petit moment, s'il vous plaît. » Il vit le rouge lui monter au visage, puis refluer. Elle se rassit lentement à contre-cœur. « Vous êtes vive et décidée, mademoiselle, mais soyez indulgente envers un vieil homme comme moi, dont l'esprit réagit avec plus de lenteur. Vous m'avez mal compris. Je n'ai jamais prétendu que je ne voulais pas aller chez Lady Astwell. »« Alors vous viendrez ?» Elle avait prononcé ces paroles d'une voix atone, sans regarder Poirot, les yeux baissés, et ne s'aperçut pas du minutieux examen visuel dont elle était l'objet. « Dites à Lady Astwell que je suis entièrement à son service. Je me rendrai à mon repos, c'est bien le nom de la propriété, dans l'après-midi. » Il se leva, la jeune fille l'imita. « Je lui transmettrai le message. C'est très aimable à vous de vous déranger, monsieur Poirot. Je crains cependant que vous ne découvriez vite qu'on vous a fait courir après un leurre. C'est infiniment vraisemblable, mais qui sait ?» Il la raccompagna à la porte avec une scrupuleuse courtoisie, puis retourna au salon, le sourcil froncé, plongé dans ses pensées. Il hocha une ou deux fois la tête, ouvrit la porte et appela son valet de chambre. « Mon cher Georges, voudriez-vous me préparer une valise, je vous prie? Je pars cet après-midi pour la campagne. »« Très bien, monsieur, » acquiesça Georges. Grand, invariablement impassible et le teint cadavérique, il était l'image même de l'anglais. « Une jeune fille est toujours un phénomène fascinant, Georges, » philosopha Poirot, en se laissant choir une fois de plus dans son fauteuil et en allumant une minuscule cigarette. « Surtout, notez-le bien, quand elle est intelligente. Demander à quelqu'un de faire quelque chose, tout en l'en dissuadant, est une opération délicate qui nécessite un certain doigté. Elle s'est montrée adroite. Oh oui, très adroite. Mais on ne rivalise pas avec Hercule Poirot dans ce domaine, mon cher Georges. Je vous l'ai déjà entendu dire, monsieur. Ce n'est pas le secrétaire qui occupe ses pensées, ruminato Poirot, puisqu'elle tourne en dérision l'accusation de Lady Astwell contre lui. En même temps, elle ne tient manifestement pas à ce qu'on vienne réveiller le chat qui dort. Eh bien, je vais le réveiller, moi, mon cher Georges, et il va montrer ses griffes. Il se déroule un drame à mon repos, un drame humain. C'est justement ce qui me stimule. Elle est futée, la petite, mais pas assez. Je me demande bien ce que je vais trouver là-bas. » Un lourd silence suivit ces paroles. Un silence dramatique que Georges hésita presque à troubler. « Faut-il vous mettre des habits de soirée, monsieur ?» Poirot le considéra d'un air méditatif. « Toujours concentré, toujours l'œil sur votre travail, hein? Vous m'êtes infiniment précieux, Georges. » Quand le 16h55 fit halte à la gare d'Abbott's Cross, M. Hercule Poirot en descendit tiré à 4 épingles, élégant à l'excès, la pointe des moustaches durcie à la cire. Il donna son billet, franchit le portillon et fut accosté par un chauffeur de haute stature. « Monsieur Poirot ?» Le petit homme s'épanouit. « C'est bien mon nom, en effet. Par ici, monsieur, je vous prie. » Il lui tint ouverte la portière d'une importante Rolls-Royce. La propriété ne se trouvait guère à plus de 3 minutes de la gare. Le chauffeur fit de nouveau le tour de la voiture pour lui tenir la portière, et Poirot en descendit. Le majordome avait déjà ouvert la porte d'entrée. Poirot jeta un bref coup d'œil appréciateur à la façade de la demeure avant d'en franchir le seuil. C'était un grand manoir de briques rouges, solidement bâti, sans prétention esthétique, mais qui dégageait une impression de robustesse et de confort. Poirot s'avança dans le hall. Le majordome le débarrassa prestement de son chapeau et de son pardessus. Puis murmura, sur ce ton plein de déférence retenue, que seuls les meilleurs domestiques savent trouver. « Madame vous attend, monsieur. » Poirot grimpa à la suite du majordome les marches recouvertes d'un tapis moelleux. Ce domestique parfaitement stylé et flegmatique, comme il se doit, ne pouvait être que Parsons. En haut de l'escalier, il prit un couloir à main droite, franchit une porte pour pénétrer dans une petite antichambre, d'où partaient 2 autres portes. Il ouvrit celle de gauche et annonça. « Monsieur Poirot, madame. » La pièce dans laquelle il entra n'était pas très vaste,
Elle regorgeait de meubles et de bibelots. Une femme, tout de noir vêtue, assise sur un sofa, se leva pour se précipiter à sa rencontre. Monsieur Poirot l'accueillit-elle en tendant la main et en détaillant sa silhouette de dandy. Elle resta un moment sans rien dire, puis, ignorant les lèvres qui lui effleuraient les doigts, en murmurant « Très chère madame », lui écrasa les siens d'une poignée vigoureuse en s'exclamant « Je n'ai jamais aimé que les hommes petits, ce sont les plus intelligents. » L'inspecteur Miller susurra Poirot « Et je crois de taille élevée. » « C'est par-dessus le marché un prétentieux imbécile, jeta Lady Astwell. « Venez vous asseoir ici à côté de moi, voulez-vous » Elle lui désigna un sofa et poursuivit. « Lily a tout fait pour me dissuader de vous envoyer chercher, mais je ne suis pas arrivé à l'âge que j'ai, sans savoir également ce que j'ai en tête. » Ce qui n'est certes pas donné à tout le monde, la complimenta Poirot en la suivant jusqu'au canapé. Lady Astwell s'installa confortablement parmi les coussins, puis se tourna de côté afin de lui faire face. « Lily est une très brave fille, expliqua-t-elle, mais elle s'imagine tout savoir, et mon expérience me dit qu'une fois sur deux, ce genre de personne se trompe. Je ne suis pas intelligente, moi, je ne l'ai jamais été. Mais j'ai raison, là où beaucoup de gens, encore moins intelligents que moi, ont tort. Je crois que nous sommes quelque part guidés. Cela posé, voulez-vous que je vous dise qui est l'assassin, ou préférez-vous que je m'abstienne? Une femme sait toujours, monsieur Poirot. Mademoiselle Margrave le sait-elle? Lady Astwell s'empressa de lui envoyer sa question. Que vous a-t-elle dit au juste? Elle m'a relaté les faits. Les faits? Oh, bien évidemment, les apparences sont toutes contre Charles. Mais je vais vous rétorquer, monsieur Poirot, que ce n'est pas lui qui a fait le coup. Je sais que ce n'est pas lui. Elle avait prononcé ces paroles avec une assurance presque troublante. Vous êtes très catégorique, Lady Astwell. C'est Tréfusis qui a tué mon mari, monsieur Poirot, j'en suis sûr. Pourquoi? Pourquoi il l'a tué, vous voulez dire, ou pourquoi j'en suis sûr? Je vous répète que je sais qu'il l'a fait. Je suis spécial pour ce genre de choses, vous savez. Je me fais une idée tout de suite, et puis je n'en démords plus. Monsieur Tréfusis a-t-il en quoi que ce soit tiré avantage de la mort de Sir Ruben? Mon mari ne lui a pas laissé un sou, lui répondit du tac au tac Lady Astwell, ce qui prouve bien que ce cher Ruben ne le portait pas dans son cœur. Travaillait-il depuis longtemps pour Sir Ruben? Près de 9 ans. Ce qui représente une très longue période au service de la même personne. Monsieur Tréfusis devait connaître son patron par cœur. Lady Astwell écarquilla les yeux. Voulez-vous en venir? Je ne vois pas le rapport. Une idée à moi, éluda Poirot. Juste une petite idée. Sans intérêt peut-être, mais originale, sur les effets du service de longue durée. Lady Astwell paraissait toujours ébahie. Vous êtes très intelligent, je crois bien, fit-elle sur un ton plutôt dubitatif. C'est en tout cas ce que tout le monde prétend. Poirot se mit à rire. Peut-être vous aussi me ferez-vous ce compliment un jour, madame. Mais revenons-en au mobile. Parlez-moi de la maisonnée, des gens qui se trouvaient là le jour de la tragédie. Il y avait Charles, bien sûr. C'est le neveu de votre mari, si j'ai bien compris, pas le vôtre. Charles est le fils unique de la sœur de Ruben. Elle avait épousé un homme relativement riche, mais il a un beau jour eu un gros pépin. Ça se produit parfois, dans le monde des affaires. Bref, il est mort, et sa femme aussi. Et Charles est venu vivre avec nous. Il avait 23 ans à l'époque, et voulait devenir avocat. Quand ces malheurs sont arrivés, Ruben l'a fait entrer dans son entreprise. Il travaille bien, ce jeune monsieur Charles? J'aime les gens qui saisissent vite, s'épanouit Lady Astwell, avec un hochement de tête approbateur. Non, et c'est ça le problème, Charles ne travaillait pas bien. Il avait toujours des histoires avec son oncle à cause de ses bêtises. Il faut avouer aussi que ce pauvre Ruben n'était pas, loin s'en faut, du genre commode. Combien de fois n'ai-je pas été amené à lui signaler qu'il avait oublié ce que c'était d'être jeune? Dieu sait qu'il était bien différent en ce moment-là, je vous assure. Lady Astwell poussa un soupir nostalgique. De tels changements sont inéluctables, madame. C'est la loi de la vie. Remarquez, il ne s'est jamais vraiment emporté ni montré grossier avec moi. Ou, s'il s'est parfois laissé aller à le faire, il s'en est toujours montré bourré de remords, après coup, mon pauvre cher Ruben. Il avait somme toute sale caractère. J'arrivais toujours à le tenir, précisa Lady Astwell, de l'air de celle qui a dompté plus d'un grand fauve. Mais c'est quand il réprimandait les domestiques que ça devenait gênant. Il y faut de la manière, et celle de Ruben n'était certainement pas la bonne. Quelle disposition exacte ce Ruben avait-il prise pour ses biens, madame?
Moitié à moi, moitié à Charles, répondit-elle tout de suite. Les hommes de loi ne le formulent pas aussi simplement, mais ça revient à ça. Je vois, marmonna Poirot en hochant la tête. À présent, madame, parlons des gens qui vivent sous votre toit. Outre vous-même, il y a donc le neveu de Sir Ruben, Monsieur Charles Leverson, et puis le secrétaire, Monsieur Owen Trefusis, et enfin, mademoiselle Lily Margrave. Que pouvez-vous me dire sur le compte de cette jeune personne? Vous voulez que je vous renseigne sur Lily? Oui. Est-elle à votre service depuis longtemps? Depuis environ 1 an. J'ai eu beaucoup de secrétaires dames de compagnie, vous voyez. Mais elles finissent toujours, pour une raison ou pour une autre, par me taper sur le système. Avec Lily, ça a été différent. Elle a beaucoup de tact, beaucoup de bon sens. Et puis elle est tellement ravissante. J'adore avoir un joli visage près de moi. Monsieur Poirot, je suis une drôle de personne, vous savez. Chez moi, les je raffole ou j'exècre, c'est immédiat. Dès que j'ai vu cette fille, je me suis dit, elle fera l'affaire. Vous a-t-elle été présentée par des amis? Elle a répondu à une annonce, je crois bien. Oui, c'est ça. Savez-vous quelque chose sur sa famille ou sur ses antécédents? Il semble que son père et sa mère se trouvent aux Indes. Je ne sais pas grand-chose sur leur compte, mais on voit tout de suite qu'elle est de bonne famille, vous ne trouvez pas? Si, certainement. Ce qui n'est pas mon cas, poursuivit Lady Astwell. Je ne suis pas ce qu'il est convenu d'appeler une dame. Je le sais, les domestiques le savent, mais je n'en fais pas de complexe, et je ne suis pas jalouse. J'apprécie les gens bien quand j'en vois, et personne n'aurait pu se montrer plus gentil qu'elle avec moi. Je la considère presque comme ma fille, vous savez. Poirot tendit la main droite pour rectifier la position de 2 ou 3 objets sur le guéridon à sa portée. Sir Ruben partageait-il ce sentiment? Demanda-t-il. Son regard était toujours posé sur les bibelots, mais il n'en remarqua pas moins la légère hésitation de Lady Astwell quand elle répondit. Avec un homme c'est différent, enfin oui, ils s'entendaient très bien. Je vous remercie, madame, dit Poirot avec un petit sourire intérieur. Il n'y avait donc que ces seules personnes chez vous cette nuit-là, sans parler bien entendu des domestiques. Ah, il y avait aussi Victor. Victor? Oui, le frère de mon mari et son associé. Il vivait avec vous? Non, il venait d'arriver pour nous rendre visite. Il rentrait d'un séjour de plusieurs années en Afrique occidentale. En Afrique occidentale, murmura Poirot. Lady Astwell, il s'en est aperçu, démontrait une évidente propension à discourir toute seule sur le premier sujet venu, pour peu qu'on lui en laisse le loisir. Elle se lança. Il paraît que c'est un pays merveilleux, mais je crois qu'il a un effet particulièrement néfaste sur les hommes. Ils y boivent trop, deviennent incontrôlables. Aucun des Astwell n'a bon caractère, mais celui de Victor, depuis qu'il est rentré, est tout simplement impossible. Une fois ou deux, il m'a même fait peur à moi. Lui est-il jamais arrivé de faire peur à mademoiselle Margrave? Voilà la question que je me pose, articula doucement Poirot. À Lily? Oh, je ne crois pas qu'il ait eu beaucoup d'occasions de la voir. Poirot prit 1 ou 2 notes sur un minuscule calepin, remit le crayon dans son fourreau, puis le tout dans sa poche. Je vous remercie, Lady Astwell. Je vais maintenant, si vous le permettez, m'entretenir avec Parsons. Vous voulez que je le fasse monter ici? La main de Lady Astwell se tendit vers le cordon. Poirot l'arrêta net. Non, surtout pas. C'est moi qui vais descendre. Si vous trouvez que c'est mieux. Lady Astwell était manifestement déçue de ne pouvoir assister à la scène qui allait suivre. Poirot prit son air le plus mystérieux. C'est absolument essentiel, fit-il d'une manière sibylline, et il laissa une Lady Astwell dûment impressionnée. Poirot trouva Parsons à l'office en train d'astiquer l'argenterie. Il ouvrit les débats par une de ces drôles de petites courbettes. Puis, que je vous explique d'entrée de jeu, je suis détective privé. Oui, monsieur, acquiesça Parsons. C'est ce que nous avions cru comprendre. Son ton était respectueux mais distant. C'est Lady Astwell qui m'a envoyé quérir. Elle se pose des questions. Beaucoup de questions. J'ai entendu madame le souligner en plusieurs occasions. Je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? Bon, en ce cas ne perdons pas de temps, en palabres inutiles. Conduisez-moi à votre chambre, voulez-vous, et racontez-moi exactement ce que vous y avez entendu la nuit du meurtre. La chambre du majordome était au rez-de-chaussée, et jouxtait la salle commune des domestiques. Il y avait des barreaux aux fenêtres, et dans l'un des coins se dressait l'armoire à argenterie. Parsons montra le lit étroit. Je suis allé me coucher à 23 heures, monsieur. Mademoiselle Margrave
était au lit et Lady Astwell en compagnie de Sir Ruben, dans la salle de la tour. Lady Astwell se trouvait avec Sir Ruben? Oh, continuez. La salle en question, monsieur, est située juste au-dessus de celle-ci. Si des gens y parlent, on entend le murmure des voix, mais bien sûr, on ne peut saisir le détail de ce qui se dit. J'ai dû m'endormir vers 23h30. Il était juste minuit quand j'ai été réveillé par le claquement de la porte d'entrée. J'ai compris que M. Leverson était de retour. Presque tout de suite, j'ai entendu des bruits de pas au-dessus de ma tête. Quelques secondes plus tard, la voix de M. Leverson qui parlait à son oncle. L'impression que j'ai eue sur le moment, c'est que M. Leverson était, je ne voudrais pas vraiment dire ivre, mais un peu bruyant et agité. Il criait contre son oncle à s'en égosiller. J'ai pu capter un mot ou deux, mais pas assez pour comprendre ce qui se passait. Puis il y a eu un cri aigu et un lourd bruit de chute. Il s'interrompit un moment, puis répéta ces derniers mots. Un lourd bruit de chute, proféra-t-il mélodramatique. Si je ne m'abuse, dans la majorité des romans, on dit plutôt sourd ou mat pour un bruit de chute, observa doucement Poirot. Peut-être, répliqua Parsons avec sévérité, mais moi, c'est un bruit lourd que j'ai entendu. Mille excuses. Je vous en prie, monsieur. Après ce bruit, j'ai entendu la voix de M. Leverson aussi clairement que je vous entends. Mon Dieu, a-t-il crié. Mon Dieu. Juste comme ça, monsieur. D'abord réticent à raconter son histoire, Parsons semblait à présent se piquer au jeu. Il se découvrait des talents de narrateur. Poirot le poussa dans cette voie. D'où Jésus, l'émotion que vous avez dû ressentir. Monsieur peut le dire, sur le moment je n'y ai pas attaché grande importance, mais après, je me suis quand même dit qu'il vaudrait peut-être mieux monter voir, au cas où il se serait produit du vilain. Je me suis levé pour allumer, et j'ai commencé par me prendre les pieds dans une chaise. J'ai ouvert la porte, traversé la salle des domestiques, et ouvert la porte du fond qui donne sur le couloir. L'escalier de service part de là, et tandis que j'attendais sur la première marche, sans trop savoir quoi faire, la voix de M. Leverson m'est parvenue d'en haut, enjouée, presque guillerette. Il n'y a pas de mal, Dieu merci. Bonne nuit. Voilà ce qu'il a dit. Et puis il est sorti dans le couloir et a pris la direction de la chambre en sifflotant. Bien sûr, moi je me suis retourné me coucher tout de suite. Un meuble quelconque avait été renversé sans plus. Voilà ce que je me suis dit. Comment vouliez-vous que je m'imagine un seul instant que Sir Ruben avait été assassiné, alors que M. Leverson venait de sortir de chez lui disant bonsoir et tout. Vous êtes bien certain que c'est la voix de M. Leverson que vous avez entendue. Parsons regarda le petit Belge d'un air compatissant, et Poirot comprit qu'à tort ou à raison, le majordome n'avait pas le moindre doute à ce sujet. Y a-t-il autre chose que vous désiriez me demander, monsieur? Juste ceci, fit Poirot. Vous l'aimez bien, monsieur Leverson? Je vous demande pardon? C'est une question toute simple. Aimez-vous bien monsieur Leverson? La surprise initiale de Parsons se mua en embarras. L'opinion générale parmi le personnel de service. Il laissa sa phrase en suspens. D'accord, convint Poirot. Formulez-la ainsi si vous préférez. Eh bien, nous trouvons que M. Leverson est un jeune homme très généreux, mais qu'il n'est pas, si j'ose dire, particulièrement intelligent. Tiens donc, savez-vous, Parsons, que, sans l'avoir vu, c'est exactement ce que je pense de lui? J'en suis flatté, monsieur. Et quelle est votre opinion, l'opinion du personnel de service sur le secrétaire de Sir Ruben? C'est un monsieur très calme, très patient, très attentif à ne pas créer de problème à personne. Vraiment? Fit Poirot. Le majordome tout sauta. Madame a parfois tendance à se montrer un peu hâtive dans ses jugements. Si bien que, pour vous autres, c'est M. Leverson qui aurait commis le crime. Aucun d'entre nous ne voudrait croire ça, monsieur. Nous, personne ici ne l'en aurait jamais estimé capable. Il a pourtant un caractère assez emporté, non? Demanda Poirot. Parsons s'approcha de lui. Si vous me demandez qui a le caractère le plus emporté dans la maison... Poirot leva vivement la tête. Ah, loin de moi l'idée de vous poser pareille question. Si je vous en posais une de cet ordre, elle aurait plutôt trait à celui ou à celle qui a ici le meilleur caractère. Parsons en resta bouche bée.
Poirot ne perdit pas plus de temps avec lui. Sur une courbette des plus courtoises, il savait toujours se montrer courtois, il quitta la pièce et gagna le grand hall de Mon Repos. Il y demeura 1 ou 2 minutes, absorbé dans ses réflexions. Un léger bruit lui parvint alors. Sa tête pivota de côté comme celle d'un oiseau impertinent, et il résolut tout aussitôt de se diriger à pas feutrés vers une des portes qui donnaient sur le hall. Il s'immobilisa sur le seuil et regarda l'intérieur. C'était une pièce meublée en bibliothèque. Au fond, assis à un grand bureau, un jeune homme mince et pâle était affairé à ses écritures. Il avait le menton rentré et portait un pince-nez. Poirot resta quelques instants à l'observer avant de rompre le silence par un toussotement aussi artificiel que théâtral. Le jeune homme s'arrêta d'écrire et leva la tête. Il ne sembla pas surpris outre mesure, mais prit un air perplexe en voyant Poirot. Ce dernier s'avança en se fendant d'une de ses éternelles courbettes. « C'est bien monsieur Tréfusis que j'ai l'honneur de parler. »« Oui ? Ah, très bien. Je m'appelle Poirot, Hercule Poirot. Peut-être avez-vous entendu parler de moi. »« Oui, certainement, » balbutia le jeune homme. Poirot le fixa attentivement du regard. Owen Tréfusis devait avoir environ 33 ans, et le détective comprit instantanément pourquoi personne ne paraissait prendre l'accusation de Lady Astwell au sérieux. C'était un garçon très guindé, éminemment convenable, doux comme un agneau, du genre à se faire systématiquement persécuter, et à ne jamais afficher le moindre ressentiment. « C'est Lady Astwell qui vous a fait appeler, je sais, déclara-t-il. Alors on avait manifesté l'intention. Puis-je vous aider en quoi que ce soit ?» Il était poli mais sans exubérance. Poirot accepta le fauteuil qu'il lui désignait et s'enquit avec ménagement. « Lady Astwell vous a-t-elle fait part de ce qu'elle croyait, de ses soupçons ?» Owen Tréfusis esquissa un sourire, puis répondit. « Il manifeste que c'est moi qu'elle vise. C'est absurde, mais c'est ainsi. Elle ne m'a plus adressé la parole depuis la mort de Sir Ruben, et quand elle me voit d'un côté, elle file de l'autre. » Il s'exprimait de façon tout à fait détendue, et il y avait plus d'amusement que de rancune dans sa voix. Poirot hocha la tête avec une bonhomie engageante. « Entre nous, confia-t-il, elle m'a dit la même chose. Je n'ai pas voulu discuter. J'ai pour règle de ne jamais discuter avec les femmes qui croient avoir raison. C'est une perte de temps, comprenez-vous ? » « Ah, tout à fait. » Je lui ai répondu, « Mais bien entendu, madame, parfaitement, madame, précisément, madame. » De ces mots qui ne signifient rien, mais possèdent des vertus lénifiantes. Quoi qu'il en soit, je mène mon enquête, car même s'il semble impossible qu'un autre que M. Leverson ait commis le crime, sait-on jamais. Ce ne serait pas la première fois que l'impossible se réalise. Je comprends tout à fait votre position, convint le secrétaire. Veuillez me considérer à votre entière disposition. Parfait, se dérida Poirot. Nous nous comprenons. Pourriez-vous me raconter ce qui s'est passé ce soir-là ? Commençons peut-être par le dîner. Leverson n'y assistait pas. Comme vous le savez sans doute, commença le secrétaire. Il avait eu une sérieuse altercation avec son oncle et était sorti dîner au club de golf. Par voie de conséquence, Sir Ruben était pour sa part d'une humeur massacrante. Pas très aimable ce monsieur, hein ? Lança insidieusement Poirot. Tréfusis se mit à rire. Oh, une véritable terreur. Je n'ai pas travaillé pour lui pendant 9 ans, sans le connaître comme ma poche. C'est un homme extrêmement difficile, monsieur Poirot. Il se mettait dans des rages de gamin et déversait sa bile sur le premier qui passait par là. Moi, j'avais fini par m'y faire. J'avais pris l'habitude de ne plus prêter aucune attention à ce qu'il disait. Ce n'était pas foncièrement un mauvais homme, mais avec les comportements les plus ineptes et les plus insupportables. Ce qu'il fallait surtout, c'était ne pas répondre. Les autres étaient-ils aussi avisés que vous pour cela ? Owen Tréfusis haussa les épaules. Lady Astwell ne détestait pas une bonne prise de bec de temps en temps. Il ne l'impressionnait pas le moins du monde. Elle ne s'en laissait pas compter, et elle lui rendait systématiquement la monnaie de sa pièce. Il finissait toujours par se raccommoder ensuite. Sir Ruben lui était très profondément attaché. Se sont-ils querellés cette nuit-là ? Le secrétaire lui jeta un regard oblique et hésita un instant avant de répondre. « J'imagine. Qu'est-ce qui vous fait poser cette question ? » « Juste une idée à moi. Je ne peux bien évidemment pas en avoir le cœur net, mais la dispute me semblait en effet couvée. » Poirot ne poursuivit pas sur ce sujet. Qu'y avait-il d'autre au dîner ? Mademoiselle Margrave, Monsieur Victor Astwell et moi. Et après, nous sommes passés au salon. Sir Ruben
ne nous y avait pas accompagnés. Une dizaine de minutes plus tard, il est revenu et m'a fait une esclandre sur une vétille au sujet d'une lettre. Je suis monté dans la salle de la tour et j'ai corrigé la faute. À ce moment-là, M. Victor Astwell est entré et a dit qu'il avait à discuter avec son frère, ce qui fait que je suis redescendu auprès des deux dames. Un quart d'heure plus tard environ, j'ai entendu Sir Reuben sonner violemment et Parsons est venu me dire qu'il fallait que je monte le rejoindre tout de suite. Comme j'entrais dans la pièce, M. Victor Astwell en est sorti et a failli me culbuter. Il s'était manifestement produit un incident qui l'avait mis hors de lui. Il a un caractère très violent lui aussi, et je suis sûr qu'il ne m'avait même pas vu. Sir Reuben a-t-il fait un commentaire quelconque? Et il m'a dit « Victor est fou allié, il serait bien capable de tuer quelqu'un, s'il se remet jamais dans un état pareil. » « Tiens !» s'exclama Poirot. « Avez-vous une idée quelconque quant à l'objet de la dispute? » « Pas la moindre. » Poirot tourna très lentement la tête et fixa le secrétaire. Ces dernières paroles avaient été prononcées avec trop de hâte. La conviction se forma dans son esprit que Tréfusis aurait pu en dire davantage s'il l'avait voulu. Mais encore une fois, Poirot n'enfonça pas le clou. Et ensuite, poursuivez, je vous prie. J'ai travaillé avec Sir Reuben pendant 1h30 environ. À 23h, Lady Astwell est venue et Sir Reuben m'a dit que je pouvais aller au lit. Vous y êtes allé? Oui. Avez-vous une notion du temps qu'elle est restée avec lui? Absolument pas. Sa chambre est au premier étage et la mienne au second, si bien que je ne pouvais pas l'entendre se retirer. Je vois. Poirot hocha la tête 1 ou 2 fois, puis se leva soudain. Et maintenant, monsieur, menez-moi à la salle de la tour. À la suite du secrétaire, il monta le grand escalier jusqu'au premier palier. Là, Tréfusis le fit obliquer dans un couloir au bout duquel un battant capitonné donnait sur l'escalier de service, puis sur un court passage qui aboutissait à une porte. Ils l'ouvrirent et débouchèrent sur la scène du crime. C'était une salle majestueuse, plus haute de plafond sans doute que toutes celles du reste de la maison, et qui devait mesurer une bonne trentaine de mètres carrés. Des épées et des saguets ornaient les murs, et de nombreux bibelots, indigènes, étaient disposés sur des guéridons. Tout au fond, dans l'embrasure de la fenêtre, se trouvait un grand bureau. Poirot s'y dirigea immédiatement. « C'est ici qu'on a trouvé Sir Reuben ?» Tréfusis fit un signe affirmatif de la tête. Il avait été frappé par derrière, si j'ai bien compris. De nouveau, le secrétaire fit signe de la tête. Le crime a été commis avec une de ces massues indigènes, expliqua-t-il. Elles sont incroyablement lourdes. La mort a dû être pratiquement instantanée. Ce qui renforce la thèse du crime non prémédité, une vive querelle et une arme saisie presque inconsciemment. Oui, ça n'arrange pas les affaires de ce pauvre Leverson. Le corps a été découvert rafalé en avant sur le bureau? Non, il avait glissé à terre sur le côté. Tiens, fit Poirot, c'est curieux. Pourquoi curieux? Demanda le secrétaire. À cause de ceci. Poirot montra une tache irrégulière sur la surface du bureau. C'est du sang, mon cher ami. Il a pu sigler jusqu'ici, suggéra Tréfusis, ou s'être déposé plus tard, quand on a transporté le cadavre. Possible, marmonna le petit détective. Il n'y a que cette issue pour accéder ici? Il y a un escalier là. Tréfusis écarta un rideau de velours dans le coin le plus rapproché de la porte, dévoilant ainsi un petit escalier qui s'élevait en spirale. Cet endroit a été érigé à l'origine pour un astronome, expliqua-t-il. Cet escalier mène à la tourelle où le télescope était installé. Sir Reuben l'a fait aménager en chambre à coucher, et il y dormait parfois, quand il lui arrivait de travailler très tard. Poirot gravit lentement les marches. La pièce circulaire où il parvint était sobrement meublée d'un lit de camp, d'une chaise et d'une table de toilette. Poirot s'assura qu'il n'y avait pas d'autre sortie, puis redescendit dans la salle où Tréfusis l'attendait. « Avez-vous entendu M. Leverson entrer ?» interrogea-t-il. Le secrétaire fit signe de dénégation. À cette heure-là, je dormais déjà profondément. Poirot acquiesça lentement de la tête. Il jeta un regard attentif autour de la pièce. « Eh bien, conclut-il enfin, je ne crois pas pouvoir apprendre grand-chose de plus ici, à moins que... Voudriez-vous être assez aimable pour tirer les rideaux ?» Docilement, Tréfusis tira les lourds rideaux noirs de la fenêtre du fond de la pièce. Poirot alluma la lumière, diffusée par une grande coupe d'albâtre suspendue au plafond.
Le bureau était éclairé, s'enquit-il encore. Pour toute réponse, le secrétaire alluma une puissante lampe à abat-jour vert qui se trouvait sur la table de travail. Poirot éteignit l'autre lumière, la ralluma, puis l'éteignit de nouveau. « C'est bien, j'en ai terminé ici. »« Le dîner est à 19h30, monsieur, » murmura le secrétaire. « Je vous remercie, monsieur Tréfusis, pour votre amabilité. »« Je vous en prie. » Poirot parcourut pensivement le corridor jusqu'à la chambre qui lui avait été réservée. L'impénétrable Georges s'y trouvait déjà, en train de ranger les affaires de son maître. « Mon cher Georges, lui confia bientôt Poirot, je vais, je l'espère, rencontrer au dîner certains individus qui commencent sérieusement à m'intriguer. Un homme qui rentre des tropiques et serait, paraît-il, d'un sang aussi chaud que l'est le climat là-bas. Un homme dont Parsons a essayé de me parler, mais que Lily Margrave passe sous silence. Feu Sir Reuben avait un caractère impossible, alors imaginez-le au contact de quelqu'un pire encore que lui. Comment dit-on déjà, dans votre belle langue? Cela lancerait des étincelles. Ferait des étincelles, monsieur, serait la formulation adéquate. Mais pour ce qui est de la chose en soi, ce n'est pas obligé, monsieur, tant s'en faut. Non? Non, monsieur, prenez ma tante Germina, une véritable harpie. Elle n'arrêtait pas de houspiller sa malheureuse sœur qui vivait avec elle, au point que c'en était même parfois choquant. Tout juste si elle n'avait pas fait mourir à force de tracasseries. Mais quand on se laissait pas faire, elle changeait du tout au tout. C'était qu'on rampe devant elle qu'elle ne pouvait pas supporter. Tiens, c'est intéressant ce que vous me racontez là. Georges tout sauta comme pour s'excuser. Est-il quoi que ce soit que je puisse faire pour aider messieurs? Oui, Georges, répondit immédiatement Poirot. Cherchez à savoir quelle était la couleur de la robe que portait mademoiselle Margrave à ce fameux dîner, et quelle est la domestique qui s'occupe d'elle. Georges reçut ses instructions avec son flegme habituel. Très bien, monsieur. Je vous aurai ces renseignements demain matin. Poirot se leva de son siège et resta debout à contempler le feu. Vous m'êtes décidément très utile, Georges, marmonna-t-il. Vous savez, je n'oublierai pas votre tante Germina. Finalement, Poirot ne vit pas Victor Astwell ce soir-là. Un message téléphonique signala en effet qu'il était retenu à Londres. « Il s'occupe des affaires de votre défunt mari, n'est-ce pas ?» demanda Poirot à Lady Astwell. « Victor et lui étaient associés, expliqua-t-elle. Il était allé en Afrique prospecter des concessions minières pour la société. Je ne dis pas de bêtises, Lily. Il s'agit bien de mines. »« Oui, Lady Astwell. »« Des mines d'or, je crois, ou bien était-ce du cuivre, ou encore d'étain. Vous devriez le savoir, Lily. Vous n'arrêtiez pas de poser de questions à Sir Reuben à ce sujet. Oh, faites attention, mon petit. Vous allez renverser ce vase. Il fait très chaud ici avec ce feu, répondit la jeune fille. Je ne pourrais pas ouvrir un peu la fenêtre? Si vous voulez, ma chérie, répondit tranquillement Lady Astwell. Poirot regarda la jeune fille aller à la fenêtre et l'ouvrir. Elle y resta quelques instants à respirer, l'air frais de la nuit. Quand elle revint s'asseoir, Poirot lui demanda aimablement. « Ainsi vous vous intéressez aux mines, mademoiselle ?»« Non, pas vraiment, » tenta-t-elle d'éluder. « J'ai écouté ce que disait Sir Reuben, mais je n'y connais rien. »« Vous avez bien fait semblant alors, » intervint Lady Astwell. « Ce pauvre Reuben était persuadé que vous aviez une raison cachée de poser toutes ces questions. » Les yeux du petit détective étaient toujours fixés sur le feu. Mais le léger rosissement de confusion qui monta aux joues de Lily Margrave ne lui échappa pas. Avec tact, il changea de conversation. Quand vint l'heure de souhaiter bonne nuit, Poirot s'adressa à son hôtesse. « Pourrions-nous échanger 2 mots en particulier, madame ?» Discrète, Lily Margrave s'éclipsa. Quant à Lady Astwell, elle regarda le détective d'un air interrogateur. « Vous êtes la dernière personne à avoir vu M. Reuben vivant cette nuit-là, » s'enquit Poirot. Elle hocha la tête. Les larmes perlèrent à ses paupières et elle y porta précipitamment un mouchoir brodé de noir. « Non, ne vous laissez pas gagner par l'affliction, madame. Je vous en prie, il ne faut pas. C'est bien joli, monsieur Poirot, mais c'est plus fort que moi. Je suis une triple buse de vous tourmenter ainsi. Non, poursuivez. Qu'alliez-vous dire? Il était environ 23 heures, c'est bien cela, quand vous êtes arrivé dans la salle de la tour et que Sir Reuben a renvoyé monsieur Tréfusis. Environ, oui.